Alors effectivement, l'élastance artérielle, hein, c'est quelque chose qui est la plupart du temps ignoré par chacun d'entre nous. Juste en rappeler finalement la définition tout de même, hein. L'élastance, c'est la qualité euh, d'un matériel à revenir à son état de base après avoir été déformé par une variation de pression. Et donc, on voit très bien à quoi ça correspond, par exemple, sur l'aorte. Alors, c'est des choses qui sont étudiées depuis très longtemps, hein, depuis le début du XVIIIe siècle, en particulier avec Jung, mais aussi à la fin du XIXe siècle, avec ces deux études extrêmement intéressantes. Mais on va dire que les trois acteurs principaux de l'analyse, finalement, de l'élastance artérielle, de tout ce qui est la compliance des gros vaisseaux, bah, ce sont ces trois acteurs, Michael O'Rourke, l'Australien Michel Safar et Édouard Froelich, hein. Et en particulier, il faut bien sûr avoir lu le McDonald's, qui est ce bouquin qui m'a donné un certain nombre de cauchemars lorsque j'étais chez Michel Safar. Voilà. Alors pourquoi étudier finalement l'élastance artérielle? Parce que c'est un élément d'évaluation de la post-charge. Alors on oublie très souvent la post-charge du ventricule gauche. Alors on travaille beaucoup sur la précharge, on travaille beaucoup sur la contractilité, et puis alors, la post-charge, on l'oublie, souvent assimilée aux résistances périphériques, alors qu'elle est très importante puisqu'elle va faire varier de façon majeure le volume d'éjection systolique. Alors comment l'évaluer? Il y a plein de paramètres qui ont été proposés, et là on va parler de l'élastance effective. Alors, quand on regarde finalement le système vasculaire, en particulier l'aorte durant la systole, eh bien l'éjection du ventricule gauche s'effectue dans l'aorte, dilate cette aorte en systole. Le ventricule gauche est soumis donc à un stress, qui est cette fameuse post-charge, qui est due à l'élasticité de l'aorte, aux résistances vasculaires. Et lorsque la diastole va survenir, eh bien, il va y avoir un retour élastique de l'aorte qui va permettre finalement de transformer un flux qui est pulsatile, et c'est le plus important en termes énergétiques, en un flux continu. Alors, comment analyser ce système? Par un système de Wien-Kessel à trois éléments, comme l'a proposé Sunagawa et Sagawa, avec une équation qui est un petit peu complexe et qu'ils ont finalement simplifiée. Donc, ces deux équations-là sont intéressantes, puisque dans la première, en ce qui concerne l'élastance artérielle, il y a les résistances, RT, c'est les résistances vasculaires, divisées par le temps du cycle cardiaque. Et la deuxième équation, qui est finalement la plus utilisée pour analyser l'élasticité artérielle, c'est celle qui est en bas, c'est pression télésystolique divisée par le volume d'éjection systolique. Et lorsque David Cass et Kelly ont analysé ces deux équations, eh bien, en les comparant à l'équation initiale, eh bien, ils ont retrouvé des corrélations extrêmement élevées. Et Denis Chemla, plus récemment, nous a permis d'aller dans de la pratique, puisque mesurer la pression télésystolique du ventricule gauche, c'est un peu compliqué. Eh bien, en se référant tout simplement à la pression artérielle systolique, en la multipliant par 0,9, eh bien, ça permettait de mesurer ce module élastique de façon, cette élastance finalement, de façon extrêmement fiable. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données dans la littérature? Il y en a assez peu, il y en a beaucoup évidemment dans le milieu cardiovasculaire et vasculaire, avec ce gros bouquin là dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans le milieu de la réanimation et de l'évaluation hémodynamique, il y a assez peu de données. Alors, un élément qui nous rassure un peu, c'est lorsque dans cette étude, Kelly et Cass font varier finalement la précharge, eh bien, il n'y a pas de variation de ce module, qui est donc un vrai module évaluant la post-charge du ventricule gauche. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que ce module élastique varie beaucoup, et on pouvait s'y attendre, avec les résistances vasculaires, donc très lié aux résistances vasculaires périphériques, mais aussi va être modulé par la fréquence cardiaque, et on le voit sur cette diapositive-là. Donc il y a bien deux éléments qui vont faire varier cette élastance artérielle. Mais alors, ce qui est beaucoup plus à la fois intéressant mais aussi inquiétant, c'est de voir que si les résistances, quand on les modifie, vont modifier finalement cette élastance, la compliance, on se disait que la compliance, c'était aussi un élément intéressant à prendre en charge dans la post-charge
du ventricule gauche, ben là, la compliance, elle fait varier assez peu finalement ce module, cette élastance artérielle. Et ça a été confirmé par cette étude de Denis Chemla qui montre bien que dans une équation, eh bien, la partie compliance, c'est grand C, là, ne prend partie que à 0,42, alors que les résistances sont à 1 ainsi que le temps entre deux cycles cardiaques, et ça confirme l'équation qui est en bas à droite, finalement, pour laquelle on montre bien que la compliance ne prend qu'une toute petite part dans l'évaluation de ce module, de cette élastance artérielle effective. Et donc finalement, cette élastance a beaucoup de désavantages. C'est pas un pur paramètre de charge artérielle. C'est très sensible aux résistances vasculaires systémiques. Donc finalement, autant calculer juste les résistances vasculaires systémiques. Ça ne prend pas en charge la compliance, on l'a vu, ou très peu en charge la compliance. Et en tout cas, ça ne reflète pas d'autres éléments qui sont les éléments de transmission et de réflexion de l'onde du pouls. Mais quand on imagine quand même d'intégrer cette élastance artérielle dans une analyse un peu plus complexe qui est l'analyse de l'interaction entre les artères et le cœur, donc le couplage artériel et ventriculaire, eh bien à ce moment-là, ça prend tout son intérêt, on le voit très bien. Alors comment se fait cette analyse du couplage ? Eh bien, on utilise EA, donc qui est l'élastance artérielle dont on a parlé, et on utilise EES. Alors c'est quoi EES ? Eh bien EES, c'est la pente entre les pressions télésystoliques et le volume télésystolique du ventricule gauche. Ça a été très très bien analysé, c'est complètement indépendant des conditions de charge et ça reflète la contractilité myocardique. En général, c'est aux alentours de 2, 3 à peu près quand on a une contractilité normale. Et c'est un critère qui est extrêmement intéressant, mais très difficile à calculer, pour lequel il y a eu des simplifications qui ont été proposées et qui permettent de faire un calcul de ce EES en pratique clinique. Et quand on résume finalement tout ça, quand on résume l'analyse hémodynamique, par exemple lorsqu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans un cadre d'un état de choc, eh bien on peut utiliser ces trois relations que vous connaissez bien, bien évidemment la relation de Frank Starling complètement à droite, la relation dont on a beaucoup parlé tout à l'heure entre le retour veineux et l'éjection du ventricule gauche, et puis ce couplage ventriculo-artériel. Alors on se dit que c'est vraiment intéressant, puisqu'encore une fois, cette post-charge ventriculaire gauche va avoir un effet majeur sur l'éjection du ventricule gauche, et un certain nombre d'auteurs ont donné finalement des limites un peu normales de ce couplage ventriculo-artériel. Et globalement, sur ces deux études, le couplage se situe aux alentours de 1. Quand ça augmente de trop, finalement, le travail cardiaque diminue, l'efficacité cardiaque diminue. Lorsqu'on est très en dessous de 0,5, là aussi, l'efficacité cardiaque, le travail cardiaque, comme le montre cette étude de Chandler, diminue. Donc il y a vraiment un range entre 0,3 et 1,3 où ce rapport pourrait être considéré comme normal et donc favorisant un bon fonctionnement cardiovasculaire. Alors quand on regarde les études, là encore, on en a très très peu. Alors on a des études chroniques qui montrent que quand ce couplage n'est pas très bon, comme par exemple ici dans un groupe de patients après un infarctus du myocarde, lorsque ce couplage est supérieur à 1,47, la mortalité est très augmentée. Mais le problème, c'est que finalement, dans ce couplage, on va dire l'acteur principal, c'est le EES, c'est-à-dire l'élastance ventriculaire, la contractilité du ventricule. De la même façon, lorsque cette étude analyse l'effet sur le couplage ventriculo-artériel en termes de pronostic chez les patients en état de choc septique, là aussi, on voit que effectivement, dans le groupe des patients qui vont décéder, ce couplage est très anormal, il est très augmenté, très au-dessus de 1. Mais là encore, quand on regarde les choses, c'est surtout la partie de élastance ventriculaire, donc la contraction myocardique, qui est la responsable finalement de cette évolution péjorative. Alors,
cette élastance, elle a pas mal été utilisée en anesthésie pour essayer de comparer l'efficacité de certaines drogues, ici comparaison du sévoflurane et du propofol, qui montre bien que ce couplage est extrêmement anormal lorsque l'on donne du sévoflurane, alors qu'avec le propofol, ce couplage reste à peu près normal. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer d'avoir une réflexion autour de ce couplage, et cette diapo peut nous aider. Alors si on prend la partie gauche de la diapositive, eh bien, on voit là un couplage qui est parfait finalement. On a une élastance ventriculaire, donc cette contractilité, bon, elle est à 1. Cette élastance artérielle, elle est à 1 et le couplage est à 1, ça tombe bien. Et ce qu'on appelle le travail systolique cardiaque rapporté au travail global, qui est à peu près des 2/3, donc il y a une bonne rentabilité finalement du cœur face à ce vaisseau et qui permet d'avoir une fraction d'éjection qui est à 50%. Par contre, maintenant, s'il y a une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche, comme dans la myocardiopathie septique, mais que l'élastance artérielle ne bouge pas, eh bien là, on va se retrouver en difficulté, puisqu'en fait, le couplage va monter jusqu'à 2, donc dans des valeurs très anormales. Le travail cardiaque va diminuer dans le travail absolu, dans sa partie de travail relative, et puis surtout, la fraction d'éjection, conséquence, va être très diminuée. Et donc, il faut il faut ramener cette élastance artérielle à 0,5 pour pouvoir avoir à nouveau un rapport à 1, pour pouvoir avoir une efficacité en termes de travail cardiaque et pour retrouver une fraction d'éjection à peu près correcte. Il y a eu un très beau travail qui a été fait par Michael Pinsky, qui a analysé finalement sur 55 patients l'effet sur le couplage ventriculo-artériel à la fois du remplissage vasculaire, de la noradrénaline, de la dobutamine, avec, vous voyez, pour le remplissage vasculaire, une amélioration de l'efficience ventriculaire, une amélioration du couplage ventriculo-artériel, et avec une efficacité, comme on le voit bien, essentiellement d'ailleurs sur la contractilité. Bon, il y a aussi une amélioration de l'élastance artérielle. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette figure. Bon, on ne va peut-être pas la rentrer dans les détails de son analyse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait la comparaison pour ce couplage ventriculo-artériel entre les patients répondeurs, globalement, répondeurs ou au remplissage, ou à la dobutamine, ou à la noradrénaline, et chez les répondeurs et les non-répondeurs. Il s'était aperçu que ce couplage pouvait être extrêmement intéressant puisqu'il avait l'air de s'améliorer dans le cas des répondeurs et de ne pas s'améliorer chez les patients qui étaient non-répondeurs. Donc voilà ce qui est un petit peu utilisé, quelques données de la littérature un peu éparses, le fait que finalement ça n'a pas tellement passé la barrière médiatique, parmi nous en tout cas, et que je pense qu'assez peu d'entre nous utilisons ce couplage. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'auteurs, dont Michael Pinsky et dont l'équipe d'Amiens, a voulu essayer de trouver quelque chose qui pourrait être plus pratique, plus facile à utiliser. Et c'est pour ça qu'a été développée cette élastance dynamique qui pourrait être une évaluation du couplage, lui aussi, ventriculo-artériel. Et cette équation donc, de la pression, la variation de la pression pulsée sur la variation du volume d'éjection systolique, ces variations respiratoires, eh bien, ont été utilisées pour essayer d'avoir un critère simple de couplage ventriculo-artériel. Alors, ça a été utilisé encore une fois dans les travaux de Michael Pinsky, puisque ça a été un des premiers aussi à utiliser cette élastance dynamique. On voit que ça permet de prédire la réponse au remplissage, ça permet de prédire la réponse à la noradrénaline. Bon, on ne va pas beaucoup plus loin dans ces travaux-là. Je trouve que ce travail de Cecconi est par contre plus intéressant puisqu'il analyse les variations de cette élastance artérielle dynamique en fonction des différentes drogues qui peuvent être utilisées, en particulier qui vont faire varier finalement l'élasticité.
je ne sais pas, peut-être la compliance, en tout cas les résistances vasculaires, disons la post-charge vasculaire. Et là, on voit très bien qu'il a utilisé ici la noradrénaline et les nitroprussiates, et on voit qu'il y a des effets extrêmement différents sur cette élastance. Et la seule étude finalement qui a utilisé cette élastance dynamique dans une étude prospective randomisée, c'est celle-ci, c'est celle de l'équipe Dijon-Amiens, où pour le sevrage en post-opératoire de chirurgie cardiaque, eh bien, cette élastance dynamique a été optimisée pour pouvoir diminuer un peu plus vite le sevrage de la noradrénaline, et c'est ce qu'ils ont démontré. Le problème, finalement, le vrai problème, c'est que cette élastance dynamique n'a aucun rapport avec l'élastance dont je vous ai parlé au début, de l'élastance artérielle réelle, n'a aucun rapport non plus avec le couplage ventriculo-artériel classiquement proposé comme le rapport entre EA et ES. Donc finalement, l'élastance effective, c'est une vraie donnée hémodynamique, une vraie donnée intéressante, mais le problème, c'est qu'elle est essentiellement en lien avec les résistances vasculaires systémiques, donc pourquoi aller la calculer? Que certes, le couplage ventriculo-artériel, eh bien c'est intéressant en termes physiopathologiques, ça nous permet de comprendre parfois que le cœur n'est pas adapté finalement ni aux résistances ni à l'élasticité vasculaire, que, hélas, il y a assez peu de données en réanimation et qu'en tout cas, pour ce qui concerne l'élastance dynamique, eh bien, peu utilisée et aujourd'hui, peu de données pour penser que c'est une vraie donnée de couplage ventriculo-artériel. Donc finalement, extrêmement intéressant comme paramètre pour la réflexion physiopathologique, hémodynamique, mais assez peu d'intérêt puisque c'était la question dans la pratique quotidienne, en tout cas dans ma pratique à moi. Je vous remercie pour votre attention.